Personnellement, moi je pense que ce qu'on appelle l'anthropologie visuelle, elle doit être un peu décloisonnée. Parce que si on entend par là les films faits par des anthropologues professionnels certifiés avec PhD, etc., c'est très petit et pas très impressionnant sur le plan du cinéma, sauf quelques grandes exceptions. Il me semble que quelques documentaristes ont des leçons à apporter à ce qu'on appelle l'anthropologie visuelle. Parce que aussi maintenant, avec les moyens des maisons de production, il y a des gens qui font du terrain, autant que les anthropologues. Et ils lisent éventuellement les anthropologues. Et donc les illuminations de Madame de Nerval par Najman, qui est donc une prêtresse vaudou haïtienne, c'est son vrai nom, de Nerval, mais ça sonne pas mal. Et bon, il est parvenu à lui faire dire des textes de très très grande qualité sur son métier de prêtre, de devineresse, thérapeute, etc. Et avec les atouts du documentariste, pas celui d'un anthropologue professionnel. Et quand on remarquera que les festivals d'anthropologie visuelle ou de films ethnographiques sont en majorité des projections de films qui ne sont pas faits par des anthropologues, mais qui ont un intérêt pour les anthropologues. Cela dit, bon, il y a quelques exemples quand même, où il y a aussi des cinéastes devenus anthropologues. On peut considérer que comme Wiseman est devenu sociologue, aujourd'hui, Wiseman est un des sociologues les plus cités, alors qu'il a écrit très peu, c'est des films qu'on cite. Et bon, c'est le cas aussi pour Perrault, Rouch, MacDougall, dont on a parlé. Alors, et là, bon, il y a le rapport au texte qui est intéressant. Par exemple, Chris Marker, tous ces textes ont été publiés en bouquin. Si vous les lisez, à la limite, c'est pas terrible. Mais si vous voyez les films, c'est prodigieux. Donc c'est quelqu'un qui a pu gérer le rapport image-texte d'une manière absolument brillante. Et l'un ne marche pas en réalité sans l'autre. Perrault, c'est un cas comme ça aussi. D'abord, il a une voix. Il a une manière de poser sa voix. Et il a un texte qui est un peu à la Giono. C'est une sorte de Giono du cinéma. Hein. Et il y a aussi ce côté intéressant quand même aussi idéologiquement, c'est qu'il passe par les Indiens pour dire aussi quelque chose des Québécois par rapport au monde anglophone environnant. Donc il y a ce côté gigogne aussi de qui est l'indigène. Donc tout ça est très très intéressant. Et chez Rouch aussi, avec Chronique d'un été, on voit très bien que c'est un miracle ce film. Parce qu'il aurait dû ne pas être un bon film. Il s'avère qu'il est excellent. Alors, pourquoi aurait-il dû échouer? C'est qu'on voit bien qu'il y a deux bandes. Il y a la bande à Rouch et il y a la bande à Morin. Et Morin veut faire un traité de sociologie, sérieusement. Et Rouch veut partir dans l'imaginaire, le surréalisme, etc. Et ils se chamaillent amicalement, mais ils étaient des très grands amis, jusqu'à la scène finale où il dit Morin, est-ce qu'on a fait un bon film? L'autre dit bon, c'était quand même extrêmement novateur, quoi, de la mise en question de ce que peut être le prélèvement d'images sur une réalité sociale. Et donc là, ça reste pour moi quelqu'un qui peut appréhender une situation. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Et donc c'est ça qui permet aussi de... Quand on a... bon, j'ai du respect pour Eisenstein et tout ça, mais quand les images sont coupées
et les plans font 2 secondes, et on fait une grande combinatoire de films de montage, et tout ça. J'aime beaucoup Marker quand même, qui fait aussi des films de collage, mais c'est une autre leçon. C'est une autre leçon. C'est comme un texte audiovisuel où on utilise les images comme des lettres, alors que en anthropologie visuelle vraiment stricto sensu, on décrit des situations. Si une situation est bien décrite, ça n'a pas de prix. C'est des choses qui restent dans les filmothèques comme ça, comme les livres dans les bibliothèques. Et donc c'est là que des gens comme MacDougall, et tout ça, ils savent faire ça, quoi. Et alors, là, il y a un bon livre aussi de Paul Hindley, qui a écrit un livre sur l'œuvre de Rouch, qui est le premier... Bon, moi, j'ai surtout publié les articles de Rouch qui étaient éparpillés, et donc j'ai fait l'appareil académique pour les publier là au Cahier du cinéma, mais un peu comme aussi Stephen Feld avait fait en anglais. Mais Hindley, c'est le premier c'est le premier livre non hagiographique. Il n'est pas systématiquement admiratif, parce que quand même Rouch était aussi un personnage médiatique. Hein. Il est lui-même devenu une sorte de vache sacrée du film ethnographique. Et donc la plupart des écrits étaient de la part de gens subjugués par Rouch. Et non, Hindley, il va dans les détails et il étudie la cuisine. Enfin, qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine de Jean Rouch? Une des difficultés de la période actuelle, c'est que quand on va sur le terrain, on se demande, je pense que ce n'est pas seulement moi, mais à peu près tout le monde, comment faire sans utiliser l'audiovisuel, quoi. Parce que c'est quand même là qu'on mesure un peu ce qui se passe, et le reste, comment on restitue par écrit un festival, je ne sais pas moi, une cérémonie des Gnawa, ou les trombas de Madagascar, ou même une manifestation dans les rues de Bamako. Hein, et donc, presque tout le monde fait de l'image. Il y a beaucoup plus de gens qu'on ne croit qui font de l'image, même sans l'exploiter nécessairement en faisant de vrais films, mais comme source, comme carnet de notes, comme des gens qui utilisent leur téléphone. Bon, ça se fait. Mais le paradoxe, c'est que les anthropologues veulent faire des films sans se donner de mal. Pour faire un film, il faut se donner du mal. Si, je veux dire, on n'est pas dans le réel sans y toucher, jamais. Et donc si on essaye de renifler chaque buisson comme le ferait un chien en promenade, on a un peu de mal à construire un film, hein. C'est difficile. Et puis, il y a aussi la technicité. Les anthropologues empruntent une caméra et ne lisent pas la notice, ou la lisent dans l'avion, et donc ne sont jamais libérés. Un bon cinéaste, il ne se pose pas les questions techniques, il sait comment on fait, il connaît sa bête, et donc il est prêt. Bon, les anthropologues s'en foutent, ils s'en foutent s'il y a de la poussière sur l'objectif, ils rentrent les cassettes brutalement, sans faire gaffe à la délicatesse. Il n'y a rien de plus brutal qu'un intellectuel. Et donc c'est compliqué de faire du cinéma, de l'anthropologie visuelle. Et donc moi je plaide beaucoup pour qu'il y ait un minimum de savoir technique et de formation aussi. Et aussi sur ce que c'est que la narrativité, comment on raconte une histoire, où est-ce que l'histoire commence, qu'est-ce qui est hors champ. En fait, un bon film est aussi la suggestion du hors champ. Si vous voulez parler du secret, il ne faut surtout pas le montrer. Tous ces films qui disent « vous révèlent les secrets du vaudou », c'est des usurpations, c'est des bluffs. Ça veut dire que les gens ont trouvé des systèmes pour dire sans dire, quoi. Donc il faut suggérer ce qui reste et doit rester hors champ. Et c'est compliqué, c'est un art Et donc je crois qu'il reste beaucoup à faire là-dessus, mais il y a beaucoup de progrès parce qu'évidemment il y a des techniques. Maintenant, c'est finalement le son qui est le plus difficile aujourd'hui. Pour avoir une image assez correcte avec une petite boîte,
même avec une GoPro, c'est assez facile. Mais pour avoir un son correct, c'est une autre paire de manches. C'est plus intrusif. Il faut un micro avec un pare-vent qui soit à proximité de la bouche qui parle ou qui chante. C'est plus intrusif que l'image. Donc mais bon, et alors il y a un énorme potentiel dans les pays d'Afrique. Et là, ça n'existe pas. Il y a 4 universités à Bamako. Il y a un petit cours qui vient de commencer de quelqu'un qui a fait 2 ou 3 stages, pas plus. Donc il n'y a pas grand-chose, quoi. Alors qu'il y a un potentiel énorme, énorme. Si on mettait le même effort que dans le théâtre, par exemple. Alors il y a quelqu'un qui fait du très bon boulot, c'est les gens de l'USAS, là, avec Jean-Marie Barbe, et donc ils font des ateliers, et puis Varan aussi, les ateliers Varan, où ils ont parfois des choses au Bénin, au Sénégal, au Vietnam et tout ça. Et donc ça, c'est des choses assez précieuses, mais ça reste assez limité. Bon, il y a quelques exemples, en Amérique aussi, mais ça reste quand même assez limité. Ça ne fait pas partie du bagage des chercheurs, encore. C'est à la discrétion des individus qui pensent à utiliser tout à coup leur téléphone ou leur... mais il y a des gens qui font des choses assez... Bon, là, je viens de recevoir un type qui est chauffeur à l'IRD, donc à la coopération française à Bamako. Ils viennent m'envoyer un rituel où il y a quelqu'un qui s'immole par le feu sans être brûlé. Et donc, je ne sais pas comment il fait, mais il est entouré de flammes, il s'assied sur le brasier, etc. Donc, c'est des trucs filmés aujourd'hui, comme ça, avec un petit téléphone, quoi. Et donc, alors dans les festivals, maintenant la qualité des films documentaires s'est beaucoup améliorée, y compris avec l'arrivée des pays qui produisaient peu dans le temps, mais comme le Mexique, l'Iran, les pays de l'Est, le Taïwan et tout ça, et qui amènent des choses de qualité avec d'autres regards sur le monde. Et donc ça c'est bien, mais alors du coup, les films de chercheurs passent un peu à la trappe. Le film ethnographique, comme l'appelait Jean Rouge, on n'en voit plus aujourd'hui, parce que souvent ils ne sont pas montés, c'est plus des séquences que des films. Et donc les films, c'est plutôt des gens comme Claire Simon, Gerbrand et tout ça qui... Il y a un film sur un peintre en bâtiment malien à Paris, de Gerbrand, qui est formidable. Il a mis 2 ans pour le faire. Ils se donnent du mal, les documentaristes.